is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Petite société de gestion, c'est pour ça que nous sommes un emerging manager. Donc 300 millions d'actifs sous gestion, une dizaine de personnes, un style de gestion qui est bien identifié, puisqu'on a un style de gestion très libre, qui peut être parfois opportuniste, qui se plaît assez bien dans les tendances de marché, qu'elles soient haussières ou baissières. Il nous faut des tendances pour mettre en œuvre une stratégie de moyen terme, hein, nous ne sommes pas des traders. Voilà. Et des décisions, enfin des avis de marché relativement tranchés la plupart du temps, qui se traduisent par des décisions d'investissement elles-mêmes relativement tranchées. Alors pourquoi gérer librement? Parce que les marchés ne sont pas unidirectionnels, ils montent et ils baissent, on le sait tous depuis une dizaine d'années. Pour ceux qui sont plus anciens connaissent les années 70 et savent comment ça s'est passé. Les actifs ne sont pas nécessairement corrélés, il y en a toujours qui peuvent monter, donc il y a toujours quelque chose à faire dans les marchés, puisqu'on peut toucher, en tout cas chez Aliénor, aussi bien aux actions qu'aux obligations, privées ou publiques. Et pour bien le faire, il faut savoir analyser, hein, 2, avoir un peu d'expérience là-dessus, et puis 3, il faut prendre vraiment les décisions, c'est-à-dire il faut avoir le goût de trancher. Alors comment est-ce qu'on travaille? De façon très fondamentale, donc on a une approche totalement top-down, contrairement à un stock picker qui lui aura une approche par les titres. Donc nous regardons le marché pour prendre des décisions de marché. Alors qu'est-ce qu'on regarde? La macroéconomie, ça va de soi. Hein. Est-ce qu'on est dans une phase de croissance, de décroissance, d'inflation, de déflation, etc. On regarde les valorisations, est-ce que c'est cher ou pas cher? Je ne rentre pas dans les détails, hein, bien sûr, ce sont les grands principes que je vous donne simplement. On regarde aussi le sentiment de marché et les flux. On pense que c'est très important, savoir si les investisseurs finaux, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, sont plutôt fortement sur- ou sous-positionnés sur une classe d'actifs. Ça vous donne un peu la notion de résistance à la hausse ou éventuellement de résistance à la baisse. C'est pas mal aussi d'ailleurs de suivre les flux pour voir comment les choses sont en train de bouger et essayer de comprendre a posteriori pourquoi les flux vont dans un sens ou dans un autre. Et puis dernière chose, on regarde beaucoup les grands événements, c'est des événements majeurs, ce sont ceux qui peuvent nous faire changer d'avis fondamentalement. Alors ça peut être aussi bien des événements géopolitiques que des événements financiers, je ne rentre pas dans les détails, mais ça va de l'invasion du Koweït par l'Irak en 90 à la faillite de Lehman ou à des décisions ou à des changements de politique monétaire. Enfin, exemple parmi d'autres. On en tire des conclusions sur la stratégie de placement, actions, obligations ou monétaires. Là encore, on est assez catégorique, c'est-à-dire qu'on a tendance à... Alors parfois, on peut être bien sûr peu tranché, mais on a souvent tendance à prendre des décisions assez claires. Et enfin, on exécute le tout en titre ou en dérivé. Voilà, nous ne sommes pas des gérants de fonds, nous gérons en titre ou en dérivé. Tous nos fonds sont en stratégie de marché, donc on n'a aucun fonds pur chez nous, il n'y a pas de fonds obligataires, il n'y a pas de fonds actions, il n'y a que des fonds libres, mais qui ont une certaine typologie, plus ou moins offensive, ou qui peuvent être sur un thème un peu particulier, comme par exemple notre tout petit fonds Émergent Latitude, qui est un fonds qu'on appelle nous sauf si, c'est-à-dire qu'on est 100% investi actions, sauf si on détecte un risque de crise majeur, et à ce moment-là on se retire des marchés en quasi-totalité. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est un animal un peu différent dans le zoo de gestion? D'abord c'est parce que toute notre approche est macro et en stratégie de marché, donc on n'a pas de fonds, typés sur une classe d'actifs. On regarde tout, alors, ça peut paraître un peu ambitieux, excessif, mais on aime bien tout regarder, ce qui ne veut pas dire qu'on intervient sur tout, bien sûr, et qu'on n'est pas bon ou qu'on comprend tout bien. Par exemple, le marché japonais, on ne l'a jamais compris, et donc on n'interviendra jamais sur le marché japonais, parce qu'on n'y comprend rien. Mais on essaie quand même de regarder le maximum de choses. Et ce qui nous rend aussi assez particulier, c'est qu'on utilise vraiment notre liberté. Alors je sais que d'autres gens le font aussi très bien, mais on utilise nous aussi notre liberté totalement. Et il y a eu des moments où on était 100% action, des moments où on était 0% action, et c'est pareil sur les obligations. Voilà. Alors que dire, pour préciser un peu les choses, sur la volatilité, alors ce sont quelques notions. La volatilité pour nous n'est pas un objectif a priori. Voilà, on n'a aucun objectif de volatilité sauf sur un seul fonds, qui est le fonds prudent. Mais pour tous les autres fonds, on n'a pas d'objectif de volatilité a priori. On a des plafonds d'engagement sur les actions ou en duration sur les obligations et on n'a jamais de minimum. C'est-à-dire qu'on peut toujours tomber à zéro sur tout. Si la volatilité se trouve être
plus basse que nos indices de référence sur chacun de nos fonds, c'est pas parce qu'on a visé un certain niveau de volatilité, c'est parce que les décisions en moyenne sur longue période ont été suffisamment bonnes pour que cette volatilité soit suffisamment basse. En fait, pour résumer d'ailleurs ce qu'on pense sur la volatilité, pour nous, il n'y a pas une volatilité, il y a une bonne volatilité et une mauvaise volatilité. Voilà, une volatilité de marché en tendance positive, c'est une bonne volatilité, on l'accepte totalement et on accepte les risques qui vont avec. Alors que dans le cas contraire, la volatilité est une mauvaise volatilité. Voilà. C'est un peu un raccourci, voilà. Mais enfin, vous comprenez, voilà notre état d'esprit. Par contre, sur tous nos fonds, si on n'a pas d'objectif de volatilité, on a des drawdown maximum implicites. Alors, ils ne sont jamais explicites, c'est-à-dire qu'on ne dit jamais on perdra au maximum tant sur nos fonds, mais on a des objectifs de drawdown implicites, c'est-à-dire que pour chaque fonds, on peut vous dire qu'à partir de tel niveau de perte, on serait vraiment inconfortable. Voilà. Alors, si vous voulez des détails sur... il y a des détails. Donc, par exemple, pour le fonds offensif, 20-25%, c'est un drawdown maximum implicite à partir duquel on commencerait à se sentir mal à l'aise, c'est-à-dire que le retour à meilleure fortune deviendrait compliqué. Sur le fonds prudent, 3-5% de perte, c'est un peu le maximum de drawdown que l'on cherche à avoir, là aussi pour avoir un retour à meilleure fortune relativement aisé. Alors là, c'est un peu commercial, mais pourquoi est-ce que notre gestion est intéressante? Parce qu'on se débrouille en moyenne pas trop mal sur la durée, donc c'est le couple rendement-risque qui est honnêtement correct. Et deuxième chose, comme je vous l'ai dit, on est un animal un peu particulier, donc on bouge avec des convictions fortes, on n'est pas toujours sur les mêmes classes d'actifs, donc vous pouvez simuler ça de façon assez amusante dans un portefeuille, rentrer un de nos fonds dans un portefeuille, souvent c'est diversifiant. C'est-à-dire que ça abaisse le niveau de volatilité globale du portefeuille. On a tendance à être assez décorrélé des classes d'actifs pures. Voilà. Bon, je pense qu'on va passer là-dessus. Alors, je vais garder quelques minutes encore pour parler de nos fonds. On a 3 fonds que je voulais évoquer. Je peux évoquer des fonds ou pas? Rapidement. Donc on a 3 fonds dont je voulais parler, dont un qui est le plus connu, qui était Aliénor Optimal, qui est le fonds offensif, qui est un fonds qui fait plus de 100 millions d'euros d'actifs. C'est un fonds 0 à 100% actions-obligations. Sa principale contribution à la performance vient d'abord des actions, c'est-à-dire du fait d'être positionné sur les actions ou pas, et accessoirement d'avoir des positions obligataires ou des positions en devise. Voilà. Vous avez les limites d'engagement de ce fonds, entre 0 et 100% actions-obligations et devises. Et je vous l'ai dit, les principaux moteurs de performance, c'est 1, les actions, 2, obligations et devises, et très accessoirement, et vraiment accessoirement, c'est-à-dire à hauteur de quelques pourcents, les matières premières. Et d'ailleurs, plus les producteurs de matières premières que les matières premières elles-mêmes. Alors voilà l'historique du fonds, qui est sur la durée relativement bon, et qui a une période de flottement, ça vaut peut-être la peine d'en parler, entre mai 2010 et juin 2011. Alors comme moi d'habitude j'aime bien mettre les pieds dans le plat, je vais vous parler de la bonne période. Quand tout va bien, vous verrez, en moyenne ça va bien, mais quand ça va pas bien, et quand même pas, en moyenne on capte bien les hausses, ce graphique le montre, et on amortit bien les baisses et les années de crise, en tout cas par rapport à des indices actions. Mais quand ça va pas bien, ça vaut la peine de l'expliquer. Et voilà, on a en fait notre période de faiblesse sur les 9 dernières années, elle est simple, c'est mai 2010, juillet 2011. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? C'est pour nous une période très désagréable, parce que c'est une période avec un marché qui flotte, avec un marché avec des fondamentaux relativement faibles, pour nous très peu de logique, et soyons clairs, ce type de période qui était relativement rare, ça 10-15% du temps sur les marchés, on a eu à peu près la même chose en 92, enfin je suis sur les marchés depuis 87, on a eu la même période en 92 à la sortie de la crise du Golfe et de la crise des savings and loans américains, avec les problèmes qu'il y avait en plus sur la politique monétaire française qui cherchait à se rapprocher à converger avec l'Allemagne. Donc période de flottement, faible logique, et ce sont des périodes sur lesquelles on n'est pas très bon. C'est exactement ce qui s'est passé. Entre mai 2010 et juillet 2011, on a été mauvais, on a été pas bon. On avait un marché qui dérivait à la hausse, et nous, notre fonds a dérivé à la baisse. Voilà. J'ose pas vous dire que c'est terminé, mais en tout cas, on a repris la main et on retrouve un marché avec une logique forte depuis cet été, puisque le marché s'est effondré avec un ralentissement économique généralisé dans le monde. La valorisation n'avait plus aucune importance. Ce qui comptait, c'était la trajectoire de croissance qui devenait mauvaise dans tous les pays, à l'exception peut-être des États-Unis, mais là, on a un animal aussi un peu particulier. Et on a coupé toutes les positions entre le 4 et le 5 août. On a repris la main on a l'impression, nous en tout cas, d'avoir repris la main sur notre destin, notre avenir et notre gestion. Voilà. Alors je voulais mettre les pieds dans le plat et insister sur cette mauvaise période, parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'on a été mauvais dans la crise de 2011.
Or, ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas été mauvais cet été. On a été bon pendant la crise grecque, puisque le jour où la Grèce était dégradée à junk, et on reconnaît bien les événements majeurs, pour nous, c'en était un. Dans l'heure qui a suivi, on a coupé les positions actions à 70%. En une heure, on avait tout enlevé 70% des actions. Le marché est tombé de 17-18%, nous, on est tombé de 4%. Donc là, on avait été bon. C'est jusqu'après, pendant un an, 14 mois, on a été mauvais, parce qu'on n'avait pas vraiment de conviction. Et au lieu de rien faire, comme il aurait été raisonnable de le faire, c'est-à-dire d'avoir une position, finalement, de fond, un peu entre deux, avec une demi-exposition action, qui aurait été probablement la bonne position, c'est-à-dire de ne pas avoir d'avis et de le traduire par un acte de gestion qui est une position moitié-moitié, on a voulu continuer à exercer notre travail, notre métier comme on le faisait avant, et prendre des décisions. Et on n'a pas été très adroit. Voilà. J'ose penser que c'est terminé maintenant, et on retrouve un peu de logique. Alors on va parler des marchés de l'avenir. Oui, ça c'était pour montrer qu'on savait gérer les crises. Donc 2008, on n'a quasiment rien perdu. Crise grecque, 17% de baisse, on a fait 4% de baisse. Et été 2011, c'est assez amusant, moins 29 pour le marché, oui c'est vrai, du top to bottom ça devait être ça. Et notre fonds offensif, pas le fonds prudent, le fonds offensif perd 7% seulement. Voilà. Pour montrer que les crises, on sait les gérer, on sait gérer les tendances haussières. Là où on n'est pas bon, vous le savez, c'est quand les marchés flottent, et surtout flottent à des niveaux intermédiaires avec des valos qui sont inconfortable. Bon, je passe sur le reste, c'est très commercial. Ah non, ça c'est le fonds prudent, je vous invite à le regarder, il n'est pas inintéressant. Alors là-dedans on fait de l'obligataire, pas mal, et aussi un peu d'action. On a un fonds, sauf si, je vous l'ai dit, qui est très amusant, il est un peu unique. C'est un fonds 100% marché émergent, sauf si on détecte un risque de crise. C'est exactement ce qu'on a fait cette année. On était 100% action, et le 4 août on a tout coupé. Enfin on n'a pas tout coupé, on a coupé à 90% en une journée. En une journée, on est tombé de 100% à 10% action. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire dans ce fonds. C'est un fonds quasi binaire. C'est un fonds binaire. Voilà. Et il prend peu de décisions. D'ailleurs, il est assez benchmarké. Quand on fait d'ailleurs, contrairement à nos autres fonds, celui-là fait de l'action, du fonds, puisqu'il fait du tracker. Il est investi quasiment à 100% en tracker. Il ne fait pas de titre, il fait tracker et dérivés. Donc on ne cherche pas vraiment à battre les marchés en allocation d'actifs et à vraiment trouver les meilleures zones, quoique on en fait quand même un peu, mais on cherche surtout à se débrancher quand le marché devient mauvais pour des raisons fondamentales. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait en 2012 alors 2012, nous y voyons. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu voulais faire? Non. Il y a un autre truc? Ah oui, il y avait un petit... truc sur les perspectives de marché. Ça peut s'ouvrir ou pas? On va retrouver ça. Non. Il suffit de demander. Alors pour résumer, ce que l'on pense aujourd'hui, en termes de valos, sauf aux États-Unis, on a des valos très attrayantes, que ce soit dans les pays émergents, que ce soit en Europe. Les investisseurs sont peu investis, c'est ce que je vous disais sur la partie sentiment de marché et position des grands investisseurs. Les investisseurs finaux sont très peu investis. Bon, alors sur les instituts, c'est la tarte à la crème. On sait bien qu'ils ont dû sortir à cause de la réglementation. Donc ils n'ont plus cet effet contracyclique. Sur les particuliers, c'est assez vrai, même si on n'est pas à un plus bas historique. Dernière chose, et c'est probablement la plus importante, ce qui compte, ce sont moins les valorisations que la position des investisseurs. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'il faut regarder, le reste n'a pas vraiment beaucoup d'importance, donc les valorisations n'ont pas tellement d'importance, mais elles donnent quand même une idée du plancher. C'est la trajectoire de croissance à moyen terme des économies. Et c'est vraiment là que ça se joue. C'est quelle est la trajectoire, non pas court terme, parce qu'aux États-Unis on peut débattre à l'infini sur est-ce qu'on est à 0 ou à plus 2, mais c'est sur la trajectoire à moyen terme des économies. Et c'est là que ça se joue pour nous sur les marchés. Voilà. Alors, nos conclusions, puisque je passe, mais j'étairai un tout petit peu après, nos conclusions, c'est que sur les actions des pays, sur les actions européennes, on a plus ou moins vu le pire. Donc pour nous, les choses vont redémarrer, mais une fois qu'on aura fait les réformes et qu'on aura un choc de confiance. Pour nous, l'important, c'est le choc de confiance pour que tant les ménages que les entreprises puissent se projeter dans l'avenir. Il faut un cadre stable. Aujourd'hui, tant que les réformes n'ont pas été faites, il n'y a pas de cadre stable. Donc vous regardez toutes les enquêtes, aussi bien sur les chefs d'entreprise que sur les ménages, et dans tous les pays d'Europe, vous voyez bien que la confiance n'est pas là. C'est-à-dire les gens ne se projettent pas dans l'avenir, donc le taux d'épargne reste élevé, les gens ne dépensent pas, et les investisseurs n'y vont pas. Ils vont d'autant moins d'ailleurs qu'il y a même ralentissement, même sur les exportations, à cause du ralentissement des pays émergents. Donc c'est important. La trajectoire est la bonne, mais ça va prendre des mois ou des trimestres pour qu'on arrive véritablement à un niveau de réforme suffisant pour que ce choc de confiance se produise.
En attendant, ce qui nous paraît positif, c'est qu'on a trouvé des valorisations relativement basses. Donc on peut, j'allais dire, revenir ponctuellement sur les marchés. Alors c'est pas du trading, mais je pense qu'on va avoir des phases successives de rallye qui vont se dérouler dans les trimestres qui viennent, qui vont être alors de quelques semaines, un mois et demi, 2 mois, je ne sais pas, et qui seront des mouvements relativement importants. Hein. Je ne parle pas de quelques pourcents, mais 10, 15, 20% de hausse, qui vont alterner avec des phases de baisse où on va avoir à nouveau la version risque qui revient, des doutes sur l'intégration budgétaire et fiscale européenne, des doutes sur les réformes en Italie, en Espagne et en France, des doutes sur la capacité de la BCE à continuer à racheter des dettes publiques. Voilà. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on se situe pour 2012, puisqu'on parle de 2012. Voilà. Donc pour nous, un yo-yo, mais un yo-yo très confortable, contrairement à celui de 2011, enfin 2010-2011, puisqu'il se fait avec des niveaux de valorisation bas. Donc sur les pays européens, ça va être assez intéressant et assez amusant. On va presque pouvoir jouer avec les marchés. Sur les obligations, là aussi, on est plutôt positif, notamment sur les emprunts privés, en particulier sur les emprunts bancaires. Il nous semble qu'aujourd'hui, aussi bien sur le senior que le subordonné européen, et en tout cas sur la France, on connaît à peu près nos banques françaises, à peu près, ça nous paraît intéressant. Sur les emprunts d'État, bon, je ne pense pas que les taux vont se tendre fortement tant qu'il n'y aura pas de reprise, de trajectoire de croissance qui se retourne, donc il n'y a pas de grand danger, mais ce n'est pas très intéressant. Et sur les devises, jouer short, long dollar américain contre des devises émergentes qui elles sont très sensibles au cycle économique mondial, c'est pas une mauvaise idée, mais là aussi il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Donc on peut jouer long dollar, short réal, short Aussie dollar, short roupie, mais en ayant un sens du timing assez précis. Voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas d'inversion immédiate de la trajectoire de croissance? D'abord, vous l'avez vu, hein, tout le monde, que toutes les économies ralentissent. Bon, alors, vous pouvez prendre tous les indicateurs avancés du monde, ça ralentit partout sauf aux États-Unis. Aux États-Unis, on a une économie un peu particulière. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'en parler, sauf si on me pose les questions dans les 2 minutes qui resteront. Sur les États-Unis, les 4 composantes d'un PIB, c'est consommation, investissement, dépenses publiques et export. Bon, sur les exports, c'est déjà en train de ralentir un peu aux États-Unis parce que les émergents ralentissent. Sur la dépense publique, ça tient vaille que vaille, mais la contribution est déjà négative à hauteur d'1,5% du PIB aux États-Unis pour 2011. Ça va être à peu près la même chose pour 2012, et on sait très bien qu'à partir de 2013, surtout si ce sont les républicains qui arrivent au pouvoir, ça risque de taper très fort et de faire très très mal au niveau de la contribution négative du PIB des dépenses publiques. Sur la consommation et l'investissement, qui sont vraiment les 2 paramètres sur lesquels on peut raisonner un peu, sur l'investissement, on voit... Alors ça n'a pas encore fléchi, mais toutes les enquêtes auprès des chefs d'entreprise américains montrent qu'ils sont déjà en train de se poser la question de savoir s'ils vont maintenir leur niveau d'investissement aujourd'hui. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que depuis 2 ans et demi que l'investissement a repris en sortie de crise comme toujours, pour la première fois, on a traditionnellement 75-80% d'investissement de renouvellement et 20-25% d'investissement de capacité. Pour la première fois depuis 40 ans, on est à 90% d'investissement de renouvellement, d'accord, et on est à 10%, 5 à 10% d'investissement de capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises ont fait du renouvellement parce qu'elles avaient pris énormément de retard pendant la crise. Ce retard, aujourd'hui, elles l'ont comblé. Et elles n'ont pas envie de faire d'investissement de capacité. Donc on a un vrai risque aujourd'hui avec des marchés finaux qui vont qu'à un cas, aussi bien sur l'export que sur la consommation intérieure. On a un vrai risque que l'investissement commence à fléchir aux États-Unis. Voilà. Mais bon, ça n'est qu'une composante mineure du PIB dans la mesure où c'est 12% du PIB aux États-Unis. Alors je ne parle pas de l'immobilier qui peut redémarrer à tout moment, mais personne ne sait véritablement raisonner intelligemment là-dessus. On peut entendre les 2 avis, c'est celui d'un marché qui va traîner là pendant longtemps et celui d'un marché qui va repartir. Je préfère l'oublier. Reste la consommation. La consommation aux États-Unis, c'est le vrai moteur de reprise économique. D'accord ? Et c'est celui qui nous surprend d'ailleurs. Il nous surprend d'autant plus qu'on dit que les États-Unis sont en situation de deleveraging. Les ménages veulent se deleverager. Qu'est-ce qu'on constate depuis 4-5 mois ? La confiance des ménages baisse. Théoriquement, il y a une très forte corrélation entre confiance des ménages et taux d'épargne. Normalement, le taux d'épargne monte. C'est exactement l'inverse qui s'est produit depuis 4 mois. Au lieu d'avoir un taux d'épargne qui a monté, on a eu un taux d'épargne des ménages qui a baissé alors même que la confiance des ménages baissait. C'est extrêmement curieux. C'est une anomalie quasi historique. Et personne ne sait l'expliquer. Alors on ne sait pas si c'est parce que les consommateurs américains sont des consommateurs monomaniaques, ou s'il y a des phénomènes secondaires qu'il faut prendre en compte, comme par exemple le fait que cette baisse de la confiance des ménages traduirait plus une baisse de confiance dans le système politique et dans la capacité des politiques à décider que dans leur volonté de consommer, de dépenser.
Mais il y a vraiment une situation un peu curieuse. Alors moi, je préfère dire qu'aujourd'hui, on a une anomalie. On a un taux d'épargne qui est retombé autour de 3%, qui n'ira pas vraiment plus bas, parce qu'on est quand même dans une situation où ils ne peuvent pas recommencer à se leverager significativement. Et il est probable qu'on ait eu un choc de consommation temporaire de quelques mois aux États-Unis. L'inverse peut aussi se produire. Voilà. C'est peut-être une consommation un peu forcée, puisque le crédit ne coûte pas grand-chose, et le rendement, l'épargnant, avec des taux proches de zéro, pas beaucoup de rendement non plus. Donc, si je rentre dans les détails, vous allez voir contraint et forcé de consommer, faute de mieux. Vous allez voir un truc assez marrant. Je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Mais enfin bon, ce qui se passe aux États-Unis, les revenus des ménages, incluant les transferts fiscaux positifs, qui restent positifs aujourd'hui, les revenus des ménages sont en quasi-stagnation aujourd'hui. C'est-à-dire les revenus des ménages déflatés, c'est 1% de croissance year on year, année sur année aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment, vraiment, vraiment très bas. On est au bord, enfin on n'est pas au bord d'ailleurs, on est déjà dans une phase où les transferts fiscaux sont en train de se réduire. Le chômage ne baisse pas vraiment, il n'y a pas vraiment de création d'emplois, enfin le chômage baisse mais il n'y a pas vraiment de création d'emplois, ce qui est plus important. Surtout les salaires horaires des ménages ne montent pas et le nombre d'heures travaillées ne monte pas. Ce qui explique que le disposable income, incluant les transferts fiscaux, est en croissance très faible aux États-Unis. Logiquement, quand vos revenus montent de 1% en moyenne annuelle et que votre taux d'épargne est constant, vous avez une dépense qui démonte de 1% par an. Elle ne monte pas de 1% par an actuellement aux États-Unis, elle est plutôt sur un rythme de 2,5-3. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils font ? Que font les ménages ? Les ménages sont en train de pomper dans leur épargne. Or, on sait très bien que les transferts fiscaux vont se réduire dans les trimestres qui viennent, donc ça va jouer négativement, et on suppose, alors là, c'est de la prévision, on peut se tromper, on peut supposer que le taux de création d'emplois ne va pas monter très très significativement, et on se pose des questions sur les salaires horaires et le nombre d'heures travaillées. Donc tout ça laisse penser que la picture américaine va être assez médiocre en termes de croissance des revenus des ménages. Donc logiquement, sauf forte baisse supplémentaire du taux d'épargne, il y a peu de chances que la dépense des ménages aille crescendo encore à partir du niveau où on est aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on est très réservé sur les États-Unis et on pense qu'on est vraiment dans une situation où on oscille entre 0 et 3 de croissance et on peut être aussi bien du côté des 3 que du côté des 0, mais on bascule très vite d'un côté comme de l'autre. Voilà. Bon, j'ai peut-être trop parlé des États-Unis parce que c'est un cas très particulier et difficile à appréhender. C'est pas celui sur lequel je suis le plus à l'aise. Non, par contre, là où je suis assez à l'aise, c'est sur l'Europe et sur les marchés émergents. Les marchés émergents, je caricature, on a eu deux problèmes. Enfin, un qui était volontaire, c'était un resserrement monétaire dans tous les pays émergents. C'était volontaire, c'était pour éviter qu'il y ait trop d'inflation et donc pour éviter qu'il y ait trop de croissance. Le coup de pas de chance, c'est qu'au même moment, les pays matures se sont mis à ralentir et là où ils espéraient être punis une fois, s'auto-punir une fois, ils se sont vus punis 2 fois. Et donc, au lieu d'avoir un ralentissement modeste des pays émergents, on a un ralentissement fort. Alors, tous les indicateurs avancés là sur les pays émergents sont juste effrayants. Prenez, est-ce qu'on a les PMI J'ai un PMI, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un PMI chinois. J'ai la production industrielle au Brésil, vous voyez à quel point ça ralentit. Vous voyez l'exportation au départ, donc on s'en fiche. La production industrielle en Inde, vous voyez qu'on est à un rythme d'évolution qui est quasiment similaire à celui de fin 2008, donc très mauvais. Les PMI chinois sont passés sous les 50, c'est très mauvais signe. Et je ne vous parle pas de la Russie, qui est aussi en train de décélérer actuellement, sous l'effet de la baisse du prix des matières premières. Donc on a une situation qui est mauvaise dans les pays émergents. Mais on a une solution, c'est que tous les pays, sauf l'Inde aujourd'hui, sont en train de desserrer la vis monétaire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de baisser les taux, et pour les Chinois, pas de baisser les taux, mais de baisser le taux des réserves obligatoires, et d'augmenter et de faciliter le crédit pour les PME. Donc il y a bon espoir que dans les pays émergents, la situation se débloque à court ou moyen terme. En Europe, c'est différent. Voilà, donc je suis positif sur les pays émergents, pas tout de suite, mais je pense que d'ici quelques mois, les choses vont sembler moins mauvaises. Sauf catastrophe en Chine, c'est encore un autre sujet. En Europe, c'est totalement différent. En Europe, ce qu'on a, c'est qu'on a un véritable problème de confiance, comme je vous l'ai dit. Et la trajectoire de croissance à moyen terme n'est pas bonne. Et la clé, pour moi, mais c'est un avis très personnel, pour moi, la clé, c'est pas une clé budgétaire, c'est pas une clé monétaire. On l'a bien vu, on a des taux très très bas. La politique monétaire ne fonctionne pas. La demande de crédit n'est pas là. C'est pas que les banques ne distribuent pas de crédit. Il n'y a pas de demande de crédit. Même Jean-François Roubaud, le président de la CGPME, le dit. C'est pas un problème des banques, c'est aussi un problème de mes membres, de mes PME, qui n'en demandent pas, ils n'en veulent pas.
Même chose pour les ménages. Les ménages ne se projettent pas dans l'avenir aujourd'hui. Vous voyez tous les indices de confiance des ménages qui sont au plus bas. Tout ça ne pourra bouger que si on arrive à un choc de confiance positif. Alors ça s'est déjà produit dans d'autres pays, ça s'est produit au Canada, ça s'est produit en Finlande, ça s'est produit par le passé dans des pays qui réformaient durement, fortement. Si on réforme, et je pense qu'on va dans cette direction, si on s'intègre budgétairement et fiscalement en Europe, et je pense qu'on va dans cette direction, si la BCE est derrière les États européens les plus faibles, et je pense que c'est le cas, même si le discours officiel est un peu différent, mais la pratique est bien celle d'un support pour l'instant total à l'Italie et l'Espagne. Si on va dans cette direction, c'est bon. Alors tout va dépendre du rythme auquel on va dans cette direction. Si on y va assez vite, le choc de confiance arrivera vite. Si on y va lentement, le choc de confiance sera différé de plusieurs trimestres, voire plus encore. Voilà. Donc pour moi, la condition sine qua non de la reprise de marché haussier avec une trajectoire haussière, structurellement haussière à moyen terme, c'est la reprise des émergents. Et ça viendra avec la détente des politiques monétaires. Donc on a bon espoir pour les mois ou en tout cas les trimestres qui viennent. En Europe, sur un choc de confiance, ce choc de confiance ne peut se faire que par des réformes, des vraies réformes. Et pour ça, pour moi, il n'y a que ça qui va débloquer véritablement l'état d'esprit des ménages et l'état d'esprit des entreprises. Voilà, je vous ai donné le cadre général. Les valos, bon, elles sont basses, vous le savez aussi bien que moi. C'est quoi l'allocation d'actifs aujourd'hui d'Optimal ? Optimal, c'est entre 0 et 100% actions, 0 quand les marchés sont bas. Non, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 7%. 7% d'actions. Bon, c'est à 0, on est à 0. Le reste en oblige. On a 15% d'obligations privées qu'on a achetées il y a 2 semaines. On a acheté du high yield et on a acheté pas mal de bancaires, seniors et subordonnés. On a acheté la Générale subordonnée à 8,50. On a acheté de la senior Société Générale à 5,50, de la senior Crédit Agricole, voilà. On a acheté du high yield, Lafarge à 5 ans, 8,5, du Rexel, du Wendel, voilà. Donc 15%. On va monter à 25% d'obligations avec du rendement. Mais pour le reste, ce sera entre 0 et 60, enfin pas 100, j'exagère, mais entre 0 et 75 sur les actions en fonction des opportunités. Aujourd'hui, c'est 0. Il y a un moment ou un autre dans les semaines qui viennent où on repassera 100%. Toutes choses égales par ailleurs. On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle qui peut nous amener à changer d'avis. Des événements majeurs, ça arrive. Mais vraisemblablement, on va passer du côté des 70-75% actions à un moment ou un autre dans les semaines qui viennent. Position qu'on tiendra le temps qu'il faut. Et quand l'aversion au risque aura à nouveau baissé, on ressortira la position action. Et je pense qu'on aura fait au moins 1 ou 2 ou 3 mouvements comme ça dans les 3, 4, 5 trimestres qui viennent.